de chez lui. Et on le remercie d'avoir accepté d'être avec nous pour parler au-delà de sa propre, je dirais, production, de ses propres livres. Nous allons élargir cela à la littérature israélienne. Voilà. Alors, Dror Meshani est né, quand c'est un homme, je crois qu'on peut dire qu'il est né en 1975. Il est né à Holon, et ça c'est un élément très très important pour ceux qui ont lu Dror Meshani dans le texte, que ce soit en hébreu ou en français ou dans l'une des 15 langues où ses livres ont été traduits. Il est écrivain, il est traducteur, il est éditeur de livres, il est critique littéraire, il est professeur à l'université de Tel Aviv de littérature, et en particulier, il s'intéresse à un domaine dont on va parler ce soir, mais qui est peut-être le parent pauvre, je ne sais pas, de la littérature israélienne, qui s'appelle le roman policier, le roman noir, le polar. Voilà. Alors, Dror Meshani a une production importante. D'abord, il a un lien avec la France, vous allez le voir. Il parle français. Alors, quand nous avons préparé cette rencontre, il était un petit peu gêné parce que quand on est un amoureux des mots et de la langue, on n'estime jamais on possède cette langue comme sa langue maternelle. Mais vous allez voir qu'il parle très très bien. Et de toute façon, je lui ai dit que le public comprenait un petit peu aussi l'hébreu. Sinon, nous traduirons s'il manque un mot. Donc, il n'y a aucune inquiétude. Et donc, il a un lien avec la France parce que, eh bien, il y a quelques années, il était en France et il a étudié le français. Et c'est là peut-être où il est tombé amoureux à la fois du français, de la France, et il nous en parlera du roman policier. Mais ce qui est étonnant dans son CV, c'est qu'il a commencé, je dirais, sa carrière par traduire des auteurs français réputés, mais pas du tout réputés dans le domaine du roman policier, sauf si je n'ai pas tout compris ou pas tout lu, parce qu'il a traduit Roland Barthes, philosophe, sémiologue. Il a traduit aussi Michel Foucault. Donc vous voyez que son domaine de départ, ce n'est pas uniquement le roman policier. Il a traduit en hébreu de la philosophie française. Et c'est pour ça que pour lui, c'est un choix, le roman policier. Ce n'est pas un second choix. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas capable d'écrire de la philosophie, si je peux me permettre, mais c'est parce qu'il a trouvé un intérêt. Alors, il va nous parler, je vais lui laisser la parole assez rapidement, mais pour moi, ce qui est peut-être important de démarrer, c'est peut-être, puisqu'il enseigne la littérature israélienne, qu'il nous dise un petit peu aujourd'hui, en 2020, la littérature israélienne, alors je ne parle pas du confinement qui a dû bloquer quelques éditions, mais la littérature israélienne, c'est qui? C'est quoi? Quelle est sa réputation, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger? Bonsoir Jean-Charles et bonsoir à tous et à toutes. Je suis très très heureux d'être là et merci pour m'inviter. J'aurais préféré d'être à Paris ou ailleurs en France, mais, mais, euh, mais je suis heureux d'avoir cette opportunité de parler à vous à travers cette Zoom qu'on a découvert tous la dernière semaine. Et comme Jean-Charles a dit, il a été très très gentil quand il a dit que je parle français très bien. C'est vraiment difficile quand je viens en France, après quelques jours, le français, ça marche. Mais, mais comme je suis en Israël, je n'étais pas à Paris depuis quelques mois. Donc, je vais essayer, mais ça me rassure que vous savez l'hébreu, j'espère, presque tous. Donc, la littérature israélienne, c'est une question très, très intéressante que vous m'avez posée. Et
Je dirais que maintenant, nous sommes dans un moment très particulier de l'histoire de la littérature israélienne parce que les grands écrivains des années 60 et 70, les grands écrivains qui ont commencé dans les années 60 et 70, comme Amos Oz, par exemple, qui est peut-être le plus grand écrivain israélien euh, de Hamishim Shanim Achronot, Les excusez-moi. 50 dernières années. Ouais. Et il a été disparu il y a une année. Une grande écrivaine israélienne qui s'appelle Ronit Matalon, qui a été une très bonne amie à moi aussi, et est mort il y a 2 ans. Et donc, il y a une génération de très grands écrivains qui nous quittent, malheureusement. Et maintenant, c'est une génération des écrivains des années qui ont, la plupart sont nés dans les années 60 ou 70. Et, et on n'a pas la même, je dirais, des écrivains qui sont très, très en, mashpi'im, influencés. Qui influence. Oui. Euh, il y a David Grossman, mais c'est presque ça. Et il y a des écrivains qui écrivent de différents livres qui ne sont pas très, très majeurs, je dirais. Et donc, je dirais que la littérature israélienne est un moment de recherche et elle cherche les écrivains qui vont, je dirais, Léoville. Comment on dit Léoville? Mener, Mener, dirige, mener. ouais, ouais, mener la littérature israélienne aux étapes d'après Amos Oz, d'après Ronit Matalon. Et, donc, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, on a parlé de la littérature générale à propos de David Grossman. Je crois qu'il y a même une petite anecdote que l'on peut raconter au moment où il a lu votre premier livre. Il a téléphoné à son éditeur à Paris, si mes renseignements sont bons. Mais ce qui nous intéresse, donc Dror Mishani, je ne l'ai pas dit au début, mais donc vous avez écrit essentiellement des livres, comme je l'ai dit, de ce qu'on appelle le roman policier. Le premier qui est sorti en 2011, donc c'est assez récent relativement, qui s'appelle en hébreu Tikne Edar, une disparition inquiétante, qui est paru en français aux éditions du Seuil en 2014. Et dès ce premier livre, eh bien, il a été adapté au cinéma en 2018 par Eric Zonka sous le titre Fleuve Noir, avec, je dois dire, un certain nombre d'acteurs de premier plan comme Romain Duris ou Vincent Cassel et d'autres. Donc, pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Le deuxième livre est paru 2 ans plus tard, en 2013, Efsharut Shel Alimut, en français La violence en embuscade, traduit en 2015, toujours au Seuil. Le troisième livre, sorti en 2015, à Ish Ratza Ladat Lakol, et en 2015, traduit en français Les doutes d'Abraham, qui est sorti en 2016. Et normalement, vous auriez dû être ces jours-ci en France, puisque au mois de mars 2020 est sorti le, 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 le livre qui s'appelle en hébreu Shalosh, qui a été traduit aux éditions Gallimard. Donc, on a changé d'édition, qui s'appelle donc en français 1, 2, 3. Effectivement, là, on change par rapport aux 3 premiers. Les 3 premiers, il y avait un inspecteur que nous suivions, un inspecteur du nom de Avraham. Et c'est d'ailleurs une première question qu'on peut se poser par rapport à ce livre. Pourquoi avoir choisi le nom de Avraham, là, alors que Israël est plein de noms nouveaux, anciens, modernes? Pourquoi avoir choisi et de le redoubler en plus, Avraham?
Ça peut être une première question. Et donc, on a droit à un inspecteur qui est un inspecteur. Vos personnages sont toujours très ciselés, beaucoup de psychologie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un inspecteur qui doute. C'est un doute, il doute de la vie, il doute de la vérité. Alors, pour un inspecteur qui est censé rechercher après une enquête la vérité, c'est très, très intéressant. Et c'est donc un de vos personnages, je crois, très, très important. Vous écrivez parfois que pour vous, les héros, ce ne sont pas les héros habituels, ce ne sont pas les super-héros, mais ce sont les héros du quotidien. Et donc là, dans vos livres, en tout cas sur les 3 premiers, on a droit à cet inspecteur, bien sûr avec d'autres personnages très intéressants. Comment vous est venu l'amour du roman policier? Comment vous est venue l'idée de cet inspecteur Avraham Avra? Et donc, l'amour de roman policier a à voir avec, avec la France et avec Paris. Parce que quand j'étais enfant, j'ai lu Sherlock Holmes. Je crois que j'avais 10 ans ou quelque chose comme ça, et j'aimais bien. Et après, c'était dans la bibliothèque de ma ville natale, Holon. Et après, j'ai lu Agatha Christie, donc tous les romans de Hercule Poirot et de Miss Marple, et j'aimais très bien. Et, et après, je suis revenu à la bibliothèque et j'ai parlé avec le bibliothécaire et je lui ai dit, je veux lire exactement la même chose. Qu'est-ce que vous me recommandez? Et elle m'a dit, on a rien de, on a Sherlock Holmes, Hercule Poirot et c'est ça. Et j'étais très, très déçu. Et pendant très longtemps, j'ai quitté le roman policier comme lecteur et j'ai lu, comme tous adolescentes qui vont être écrivains à Israël des années 90. J'ai lu Amos Oz, j'ai lu David Grossman, j'aimais bien Albert Camus. Je voulais être un écrivain normal. Et, et c'était dans l'an 2000, je suis venu en France, à Paris. Je voulais apprendre le français. Je n'ai parlé un mot de français. Je voulais absolument connaître le français et je dirais que la mission était de lire Balzac en français. C'était ça. Et de voir le film de François Truffaut et de Jean-Luc Godard sans sous-titres. Et, et je me suis inscrit dans la Sorbonne, cours de civilisation et langue française. Et j'avais une prof qui était magnifique, elle s'appelait Sonia. Et on a pris le français de 9 heures du matin, je crois, jusqu'à 4 heures à l'après-midi. Mais je connaissais personne à Paris, donc j'avais rien à faire. Et je voulais vraiment apprendre le français vite. Et donc, j'ai parlé à Sonia et je lui ai dit comment je peux faire pour apprendre le français plus vite. Euh, donc, elle a dit il y a 3 méthodes d'apprendre le français. Et j'étais sûr que ça va être avoir une copine française parce que c'est ça que mon oncle m'a dit tout le temps. Mais ce n'était pas ça, c'était lire les classiques, lire les classiques, lire les classiques. Et bon, j'étais à Paris 3 semaines. Comment je vais lire Balzac, Flaubert en français? Et, mais j'étais très, très bon étudiante. Et j'ai dit, OK, je commence par quoi? Elle a dit, tu commences par l'étranger, parce que c'est écrit, vous le savez très bien, avec passé composé. Donc, c'était le premier temps qu'on a appris en français, passé composé. Et, et après, tu lis le roman
le roman classique de Georges Simenon avec l'inspecteur Maigret. Et donc, cette phrase-là m'a frappé immédiatement parce que comment une prof respectueuse dans la Sorbonne, elle me dit dans la même phrase le nom d'Albert Camus et d'un écrivain de polar que je ne connais pas, Georges Simenon, c'est qui Georges Simenon? Et comment elle traite de romans policiers comme les romans classiques de la littérature française. C'était vraiment bizarre pour moi, arrivant d'Israël. Mais j'étais bon élève et j'ai acheté le livre de Maigret dans le livre d'occasion de Boulevard Saint-Michel et j'ai commencé à lire et j'ai commencé à apprendre le français. Et au fur et à mesure que j'ai appris le français, j'ai tombé amoureux. Je dirais que j'ai tombé amoureux de nouveau de romans policiers. Et donc, j'ai commencé à lire, après le roman de Maigret, j'ai commencé à lire toute l'histoire du roman policier français, d'Émile Gaboriau, Alfred Vargas. Et après, j'ai commencé à lire la tradition américaine, britannique et aussi européenne dans la langue française d'abord. Donc, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, toute la série noire, Jim Thompson, David Goodies, tout ça, j'ai commencé à lire en français. Et, et quand je suis revenu à Tel Aviv, c'était un an après, j'étais convaincu que je vais écrire, pas un roman, mais une thèse sur le roman policier. J'avais une question que je voulais aborder, et c'était pourquoi ce genre de roman policier, pourquoi il a été inventé dans le 19e siècle par Edgar Allan Poe, et après pourquoi il a été tellement populaire, et pourquoi il n'a pas été populaire en Israël. Pourquoi il n'a été presque pas traduit en hébreu. C'est pour cela que la bibliothécaire à Holon m'a dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de. Il y a Sherlock Holmes et Hercule Poirot, et c'est ça. Et pourquoi il n'y avait presque pas de romans policiers en hébreu. Et c'était une. Donc j'ai commencé à développer cette thèse de doctorat, mais après quelques ans, j'ai compris que je ne veux pas écrire une thèse de doctorat et que je veux écrire un vrai roman policier en hébreu avec un inspecteur qui va se balader dans les rues de Holon où j'ai grandi et qui est je dirais le fils spirituel de Maigret et de Martin Beck et de Montalbano et de Adamsberg et de tous ce détectives que j'aime bien. Et, et c'est ça. Et quant au nom, je devais choisir un nom et, pour l'inspecteur. Et je savais que je voulais un nom qui soit mémorable. J'ai voulu un nom qui soit réaliste. Réaliste, oui, réaliste, Oui, non? réaliste, oui, oui. Donc, un nom qui. Donc, j'ai choisi un nom d'un garçon qui était dans mon classe, Kita. Classe, oui. Ma classe, oui. Oui, dans ma classe de l'école à Holon. Il s'appelait Avi Avraham. Et donc, Avi Avraham, 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 c'est mémorable. Et c'est vraiment, je vous jure, c'est la vérité, que c'est seulement après que le livre a été sorti, il y avait un lecteur qui m'a dit, je sais pourquoi vous avez choisi Avraham, Avraham. Et je lui dis pourquoi. Il a dit parce que ces romans-là, ils traitent la grande scène biblique de la Akedah. Comment on dit Akedah?
Alors, en français, on traduit par en fait, le sacrifice, mais c'est une mauvaise traduction. Il faut dire la ligature d'Yitzhak. La Ouais, ligature d'Yitzhak. ouais. Et donc, dans cette scène magnifique de littérature hébraïque, dans le moment où Dieu il va arrêter Abraham de sacrifier Yitzhak, il lui dit Abraham, Abraham, ne touchez pas le fils et votre fils. Et donc c'est là de cet Abraham qui est vraiment lié au livre. Je ne sais pas si vous connaissez le livre, mais le livre, c'est un livre sur un garçon, un fils qui a été disparu. Et donc, je peux pas dire plus, mais Tout à fait. On va laisser. Le problème des romans policiers, c'est qu'on ne peut pas les raconter, ou en tout cas, non, vous aviez dit dans une interview une fois où vous avez écrit que vous conseillez aux gens qu'un livre policier pouvait être lu deux fois, et pas une seule fois. ouais. Or, alors peut-être que ça serait intéressant. Comment on peut lire deux fois? Parce que les gens ont toujours l'impression qu'une fois qu'ils connaissent la fin de l'énigme, alors on peut offrir le livre à quelqu'un d'autre, à un de ses amis proches, parce qu'on l'a aimé ou le garder précieusement. Pourquoi on peut lire deux fois le même livre? Alors, ici, il y a aussi une connexion, relation française, parce que moi, dès le début, j'avais cette théorie qu'on peut lire chaque roman policier deux fois. Euh, une fois avec les détectives, donc vous croyez aux solutions, à la solution du détective, et une fois contre le détective. Vous dites non, le détective a tort et je peux prouver que la solution est autre de la solution proposée par le détective. Et j'avais cette théorie et j'avais prouvé cette théorie avec quelques romans policiers très célèbres. J'ai donné un cours à Tel Aviv, à l'université de Tel Aviv, avec cette théorie. Et après quelques années, je suis en France et je vois dans une librairie un livre d'un écrivain français que maintenant j'aime très très bien. Et en fait, la dernière traduction que j'ai faite, c'est une traduction de lui. Il s'appelle Pierre Bayard et je crois qu'il il est professeur à Paris, quelques nombres, non? Paris 8 ou Paris 13 ou quelque chose comme ça. Il est psychanalyste et critique littéraire et il écrit des livres très très beaux et il a la même théorie. Et donc, j'ai lu son livre sur Hercule Poirot. C'est un livre qui s'appelle Qui a tué Roger Ackroyd et où il essaye de prouver que Hercule Poirot a tort dans la solution de ce fameux roman de Agatha Christie. Et, je dirais, j'ai dit immédiatement, bon, j'ai trouvé l'ami Yadid Nefesh, comment on dit, le soulmate. Oui, mon ami, celui qui est lié par, on a comment dirais-je, lié par l'âme, Ouais, celui ouais, dont on est très proche. exactement, que je cherchais pendant des années. Et je cherche son email dans l'Internet et je lui écris, cher Pierre Bayard, j'étais très jeune à l'époque, cher Monsieur Bayard, j'ai lu ton livre, c'est magnifique et il y a des conséquences théoriques incroyables. Et il m'a répondu une phrase, euh, je ne sais pas de Mata Medaber, je ne sais pas de quoi vous parlez, et il n'y a pas de conséquences théoriques, mais c'est vrai qu'il y a de centaines de gens Chapim Pesha, Innocent. innocentes dans le prison littéraire, et moi, je vais les chahrer, Les libérer. le libérer. Et c'est exactement ça que je fais aussi. Donc, je crois qu'il y a deux fous dans le monde littéraire qui essayent de prouver que le détective toujours a tort
et que nous, les lecteurs, quand on lit un livre un roman policier, nous, on peut être meilleur détective que le détective lui-même. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ce fameux inspecteur Avraham, et évidemment, merci de l'avoir précisé, mais quand j'ai lu le livre et j'ai vu ce nom, de suite, j'ai pensé effectivement à la Torah, à la Bible, où l'on raconte cette histoire. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que la lecture midrashique nous dit que on s'est adressé à Abraham avec la voix de son père pour ne pas le choquer, pour qu'il écoute bien cette voix-là et qu'il arrête son geste terrible. Mais toujours est-il, on revient, c'est Abraham. Alors, il doute, il cherche la vérité, et dans le début du premier livre, donc ce qui est formidable, c'est que, eh bien, dans la même journée, il reçoit 3 femmes, 3 mères, ce qui est intéressant aussi. L'image de la mère est extrêmement forte, et d'ailleurs, les femmes sont présentes. Mais alors, dans le livre qui est sorti au mois de mars, 1, 2, 3 en français, alors là, les héroïnes sont 3, et ce sont 3 femmes. Là, et on a rattrapé les 3 fois où il y avait un homme qui était disons, le héros de l'affaire. Et quand il reçoit cette mère qui vient se plaindre de la disparition de son fils, il lui dit, il n'y a pas de littérature policière chez nous. Je cite de mémoire, il n'y a pas de littérature policière. Pourquoi? Parce que chez nous, il n'y a pas d'histoire de ce type-là. Les meurtres sont assez simples, c'est de la violence conjugale et autres. Il n'y a pas de littérature policière. Et là, j'ai entendu un petit peu le cri de Dror Michani qui essaye de dire oui, il y avait quelques, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il faut préciser que en ivrite, en hébreu, la littérature policière, eh bien, elle était dans les collections enfants. On était dans les collections enfants, on n'était pas du tout dans des collections comme on peut trouver au Seuil ou dans les maisons d'édition avec une collection spéciale policier. Il s'agissait de vraiment de dire, voilà, le roman policier, c'est pour les enfants, alors qu'on m'explique comment le roman noir, avec des enquêtes, des meurtres, etc., peut plaire aux enfants. Et en même temps, on a cet homme-là qui dit, voilà, ça n'existe pas. Il ne croit pas du tout à cette disparition. Bon, il va revenir, vous inquiétez pas. Il a fait une petite fugue. Il est allé se fumer un joint quelque part et il va revenir. Évidemment, je ne raconte pas le livre, il faut lire la suite. Ça, c'est les 2 premières pages. Et on se retrouve donc dans cette histoire de cet homme qui doute, qui recherche la vérité. Et c'est un homme c'est un inspecteur assez intéressant parce que, en fait, son grand jeu, quand il rentre chez lui à la maison le soir, c'est de regarder la télévision, les enquêtes policières et de montrer à quel point ce qu'il voit n'est pas possible. Justement, que l'enquêteur que l'on voit, en général ce sont des séries américaines, eh bien, se trompe, etc. Donc il y a comme ça un double jeu de miroir, un jeu interne-externe, où l'on raconte une histoire et en même temps on l'autocritique, mais en même temps, je trouve qu'il ne s'agit que de littérature, c'est-à-dire quelle est la place réelle de la littérature aujourd'hui, de ce genre que l'on appelle le roman noir ou le roman policier aujourd'hui en Israël. C'est une très bonne question. Comme vous m'avez dit que je suis aussi un prof de littérature, donc c'est plus facile pour moi d'aller à l'histoire. Et donc, c'est vrai qu'il y avait le premier moment où on a essayé d'écrire le roman policier en hébreu. C'était dans les années 30. Dans les années 30, à Tel Aviv, il y avait quelques écrivains et journalistes qui ont essayé d'établir une série de romans policiers. Ils avaient fait quelque chose de très, très intéressant. Ils ont rencontré un inspecteur de police réel qui s'appelait David Tidhar. Il a été policier dans la police britannique
qui a contrôlé le Mandataire. oui, oui, mandataire qui a contrôlé Eretz Israël. Et après, il a quitté la police britannique. Il est devenu le premier private eye, donc inspecteur privé ou détective privé à Tel Aviv. Et ces écrivains-là, ils ont approché oui, David Idhar et ils lui ont dit vous allez nous donner votre nom et quelques histoires. Et nous, on va écrire des histoires policières à partir de ça. Et donc, la première histoire policière dans la littérature israélienne a été écrite en 1930 et il a un nom pas très original, c'est le meurtre mystérieux. Et si je vous raconte l'histoire de meurtre mystérieux, vous allez comprendre, je crois, immédiatement pourquoi il n'y avait pas de roman policier en hébreu. Donc l'histoire, c'est comme ça. Donc nous sommes dans les années 30, donc la communauté juive en Israël, Aïchouv, comment on dit les Aïchouv? C'était en fait oui, c'était les Juifs qui vivaient en Israël avant la création de l'État. Oui, exactement. Et nous sommes au milieu de ce projet d'établir l'État d'Israël. Donc, dans ce moment où la littérature israélienne est très, très liée, la littérature hébraïque, c'est pas israélienne, mais la littérature hébraïque est très, très liée au projet national. Et donc, c'est publié ce meurtre mystérieux. Il y a une femme qui vient, cette détective David Idhar. Il lui a dit je dois vous raconter quelque chose. Moi, je suis marié, mais j'ai un amant aussi. Et mon mari a été tué. La police britannique est convaincue que le meurtrier, c'est mon amant. Donc, et ils ont arrêté mon amante, mais je vous dis, c'est pas lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, David Idhar, il prend le case et il fait ses recherches. Et vous savez qui est le premier meurtrier dans l'histoire de la littérature policière en hébreu? C'est très, très difficile à croire. Donc, le mari a été tué par, maintenant je ne connais pas le mot en français, par météorite. Météorite. Météorite, aussi. Oui, donc, météorite. Oui, donc la solution, c'est que le mari a été installé quelque part à Tel Aviv. Il y avait un météorite qui lui a tué. Et donc, ce que je vais dire dans vous racontant, non, comment on dit? En vous racontant. Exactement. Excusez-moi. Hein. Non, il n'y a aucun problème. Très bien. C'est imaginer pourquoi cette histoire a été rejetée et pourquoi personne ne l'a voulu. Parce que c'est quoi cette histoire avec Marie et amant dans le Eretz Israël des années 30 où nous sommes tous occupés avec avec la construction de l'État d'Israël. C'est la première raison, je crois. La deuxième, est le roman policier, il cherche comment panasse. Comment on dit panasse? Une lampe. Oui. Une lampe, une torche, une lampe-torche. Exactement. Donc, il cherche des coupables dans notre société. Il cherche le
le zone où nous sommes coupables. Et dans la communauté juive des années 30, on n'a pas de coupables. Nous sommes tous innocents. Et donc, cette lampe qui cherche des coupables dans notre société à nous, dans les années 30, on ne veut pas cette lampe. Et donc, comme vous avez dit, cette lampe a été atteinte pendant 50 ans, où a été, le roman policier a été écrit et traduit seulement comme un roman pour les enfants. C'est comme ça que j'ai découvert Sherlock Holmes à 10 ans dans la bibliothèque, dans la section enfants, et Agatha Christie aussi. Et c'est seulement dans les années 80, avec une très grande écrivain qui s'appelait Batia Gour, et que le roman policier israélien a été né vraiment. Un roman, je dirais, mûr et vraiment développé, et qui a réussi à combiner, la tradition de la littérature israélienne, donc la tradition de la littérature nationale qui s'occupe de thèmes nationaux, et cette tradition du roman policier, tradition plutôt avec Batia Gour, donc tradition plutôt européenne, plutôt française ou scandinave, le roman policier réaliste. Très bien, effectivement, j'allais parler de Batia Gour parce que quand on parle, en tout cas, et traduit en français, quand on parle du roman policier, tout le monde pense à Batia Gour, qui est décédé relativement jeune en 2005. Tout le monde connaît meurtre au kibbutz, etc., etc. Et d'ailleurs, elle aussi, on retrouve le même commissaire Michael Ohayon, enfin Michael Ohayon, qui est marocain. C'était ce qui est aussi un élément très, très important. Et d'ailleurs, je vois qu'une partie des livres de Batia Gour ont été traduits par Laurence Sendrovitz, qui est aussi votre traductrice. Donc, et il faut dire, je dois dire, Jean-Charles, et c'est vraiment c'est un plaisir de dire ça, que mes livres sont mieux écrits en français qu'en hébreu. Et c'est grâce à Laurence Sendrovitz, qui est une traductrice vraiment magnifique. on lui dira, mais je dois dire aussi que quand on sait que le dernier livre, donc Chaloche, 1, 2, 3, a été déjà vendu à plus de 70 000 exemplaires en Allemagne, qu'il est resté en haut des ventes du Spiegel, etc., je me dis que peut-être que l'original en ivrite n'est pas mal, en hébreu n'est pas mal non plus. Je me dis, mais peut-être que on n'est pas d'accord. Mais non, je crois qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Effectivement, donc il y a Batia Gour avec son commissaire Michael Ohayon. Il y a aussi peut-être Shulamit Lapid. Il y a peut-être aussi de la même génération. Alors lui, il n'est pas né à Holon, mais il est né à Givataim. Je crois que c'est Liad Shoham. Donc il y a comme ça une génération, mais effectivement peut-être moins connue que les autres auteurs dont on a parlé tout à l'heure. Je vais me permettre, je ne sais pas si on l'a dit au début, nous sommes actuellement sur un live aussi à Facebook. Et il y a une possibilité, si certains ont des questions, de commencer à les écrire sur le chat pour que vers la fin de notre conversation, on puisse aussi les poser à notre invité. Donc, une littérature qui est une vraie littérature, d'après Dror Meshani, qui est peut-être pas toujours estimée. Et vous avez écrit, je crois, dans un texte que le fait qu'on ait un commissaire Michael Ohayon, du côté de Shulamit Lapid, on a aussi un Izi Badiri, ça veut dire, si je peux me permettre, Avraham, il est Sfarad ou Ashkenaz? Oui, Avraham est moitié-moitié. Mais je crois qu'il s'identifie avec la moitié séfarade plutôt qu'avec la moitié ashkénaze. Et
Donc, dans la série israélienne qui a été produite il y a 2 ans, il est l'acteur est Maurice Cohen, que vous connaissez peut-être de Fauda et tout. Et il est totalement séfarade et c'est vraiment c'est Abraham. Donc, Alors, ce qui est intéressant, c'est que la série repasse en ce moment et hier soir, juste après notre conversation, je me trouvais devant ma télé, ce qui m'arrive pas toujours, et tout d'un coup, j'ai pu assister comme ça à un épisode. Donc, c'est l'adaptation du premier livre. En hébreu, ça s'appelle d'ailleurs Tikne Edar. Tikne Edar. Et donc, voilà, donc, il passe à la télévision israélienne. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a la littérature, il y a un roman policier qui est peut-être pas toujours aimé en Israël, mais ce n'est pas que, je dirais, ce n'est pas qu'un problème avec les auteurs israéliens. Je crois que même les auteurs français, vous avez cité tout à l'heure Fred Vargas, qui a été traduit en hébreu. Fred Vargas ne rencontre pas du tout en Israël le succès, par exemple, qu'elle a en France. C'est ouais, c'est vrai, là un c'est vrai. problème. Est-ce que c'est Non, lié mais au il y a, fait que les Israéliens ont un problème avec les policiers? écoutez, euh, quand on me demande pourquoi Abraham est séfarade, je dis toujours qu'il y a plusieurs raisons. L'une qui est très, très importante, encore, je veux toujours écrire des romans réalistes, des romans qui racontent la vérité de la société israélienne, la vérité le vrai crime en Israël et je dirais la vérité de la police en Israël. Et la police en Israël, historiquement, c'est l'organisation de sécurité qui est séfarade. Et dès le début de l'État d'Israël, et c'est pour cela, et c'est pas gentil à entendre ça, mais c'est pour cela que la réputation de la police en Israël était moins bonne que la réputation de Mossad, au Shabak, bien sûr le Tzahal. Et donc, il y a beaucoup de blagues sur la police israélienne. D'ailleurs, tous les ministres de la police étaient séparés très Ouais, longtemps, exactement. Exactement. dans les années 50 et 60. Ouais, exactement. Et si vous connaissez, je suis sûr que plusieurs de vous connaissent le film magnifique de Ephraim Kishon qui s'appelle Le policier Azoulay, À qui est Choter Azoulay. Achoter Azoulay, qui est vraiment le symbole du policier dans la littérature, dans la culture israélienne. Donc, le policier Azoulay, il est vraiment, il est touchant, on l'aime beaucoup, mais il n'est pas très brillant. Hein? Il n'est pas un inspecteur. Et, euh, et, donc, et donc, une autre raison un autre problème d'écrire un roman policier en hébreu, c'est cette réputation de la police en Israël et du policier en Israël. Et quand j'ai écrit mon premier roman, Une disparition inquiétante, j'avais un ami qui m'a dit bon, j'aime bien les romans, mais pourquoi vous avez créé un policier qui est aussi médiocre? J'étais sûr que quand vous écrivez votre premier roman, l'inspecteur va être aussi brillante comme Sherlock Holmes ou Maigret, on dirait. Et donc, je lui ai dit, si j'ai écrit un policier israélien des Cholon qui est aussi brillante comme Sherlock Holmes, quelqu'un vont me croire que c'est un roman réaliste? Non. Et donc, mon plan était de commencer avec Abraham. Abraham est un inspecteur médiocre. En fait, dans le premier roman, Une disparition inquiétante, ce n'est pas lui qui trouve la solution, c'est un autre policier. Mais il va améliorer comme policier, comme enquêteur. Et dans le 10e roman, j'espère qu'il va être aussi brillant comme Sherlock Holmes. Mais ça va être, le lecteur va croire. Hein. Donc, J'espère. Alors, on a une ouais. question de Marguerite
qui demande « Qu'avez-vous pensé du monstre de mémoire de Yishai Sarid ?» Les monstres de mémoire, c'est le livre sur l'Holocauste, Je je crois, j'essaie crois. de… Oui, 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 tout à fait. Je l'ai lu quand il a été publié en hébreu, c'était il y a 3 ans, je crois. J'ai bien aimé, mais je n'ai pas gardé une mémoire très, très forte. Très bien. On parle sous la surveillance de Roland Barthes, hein. Je vois la photo, elle est derrière. Il a l'air de s'adresser à nous par-dessus l'épaule de Dror. Qu'est-ce Roland qui, Barthes est toujours présent. je vois, mais Ouais. qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce personnage complexe qui était Roland Barthes? C'est vraiment difficile à dire, hein. C'est presque mystérieux. Quand quand j'ai commencé à lire en français, j'ai découvert par hasard j'ai connu Barthes avant. J'ai connu les textes, les grands textes de Roland Barthes en hébreu, mais je n'ai pas connu le journal de Roland Barthes. Et quand j'étais à Paris et j'ai commencé à lire, je suis tombé par hasard euh, je me suis trouvé avec ces textes qui s'appellent Les soirées de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez ce journal magnifique qu'il a écrit 1 an avant sa mort et qui a été publié 7 ans avant sa mort. Et j'ai écrit ce journal et hein, j'ai lu ce journal et j'ai su que je dois traduire ce journal, que ce journal est vraiment un texte qui est très, très intime pour moi. Et j'ai su dans ces moments, je n'étais pas écrivain à ce moment-là, hein, j'ai voulu écrire, mais je n'arrivais pas. Et j'ai su que ce livre de Barthes, ce journal de Barthes, va être, je dirais, une porte pour moi, pour l'écriture. Donc, je vais commencer à écrire par traduire Barthes, que je vais chercher ma voix Oui, oui. à travers cette imitation de la voix de Barthes. Et, et après, vraiment, je suis devenu grand fan, hein, et je connais par cœur des textes de Roland Barthes. Et je dois dire que l'année dernière, euh, j'ai fait pour la première fois quelque chose qui a été vraiment pour moi l'aventure intellectuelle la plus excitante que j'avais fait. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais quelques, quelques semaines avant sa mort, Roland Barthes a terminé un cours au Collège de France qui s'appelait La préparation du roman. C'est un cours qu'il a donné pendant quelques mois et où il a préparé à écrire un roman. Et donc, mon rêve a été de donner son cours. Donc, pas de donner un cours sur le cours de Roland Barthes, mais vraiment de donner le cours de Roland Barthes à mes étudiantes à moi. Et donc, j'ai fait ça il y a 1 an et c'était vraiment un mind-blowing, comme on dit en anglais. Et si vous devez retenir un livre de cette conversation, ça doit être la préparation du roman. Alors, une autre question. Je salue Iris Pétel qui pose la question. Elle est à Marseille, elle n'est pas à Paris, elle n'est pas. Donc, je la salue. Elle travaille beaucoup avec l'Organisation sioniste mondiale puisqu'elle s'occupe des Ulpanim, qui est une activité très importante pour que les Français, pour tous ceux qui nous écoutent, puissent bientôt lire Dror Meshani dans le texte, en ivrite, et non pas uniquement dans l'excellente traduction de Laurence Sandrovi. Et donc, elle écrit, je dois avouer ma surprise et la fascination de lire un policier en hébreu. Pourquoi cette fascination pour l'absent? Je ne sais pas, vraiment. Malgré presque 20 ans
que je me coupe de romans policiers comme auteur, comme éditeur, comme critique, comme prof. C'est toujours un peu mystérieux pour moi. Je crois que cette position du roman policier, cette position de l'enquêteur, cet essai d'interpréter le monde, de comprendre le monde, me touche beaucoup. Et il y a aussi une raison peut-être plus, je dirais, psychologique, peut-être. Il y a un moment dans le roman, mon troisième roman, qui s'appelle Le doute d'Abraham, où il y a un personnage qui s'interroge Abraham et elle lui demande pourquoi vous êtes devenu policier. Et quand j'ai écrit cette scène, j'ai pensé qu'elle me demande, moi, pourquoi vous êtes devenu un écrivain de romans policiers. Et Abraham dit, en fait, c'est pas lui qui dit ça, c'est sa copine qui dit ça pour lui. Et elle dit, Abraham, elle aime être proche à la douleur. Et quand on écrit un roman policier, pour moi, un roman policier comme j'écris moi et comme j'aime à lire, on est toujours proche de la tragédie, de la mort. Donc peut-être c'est ça aussi, mais je ne sais pas pourquoi. Hein. Merci beaucoup. Alors Clémence demande, en créant ce personnage, on a un petit peu parlé tout à l'heure, en créant ce personnage Abraham, votre but était-il de restaurer une image plus positive du Sfarad en général en Israël? Non, mais en même temps, c'est vrai que jusqu'à l'année 80, il y avait pas beaucoup de personnages majeurs, importants, séfarades dans la littérature israélienne moderne. Et c'est vrai que c'est à travers les romans policiers, on a parlé de Michael Ochayon, de Bat Yagour, qui a été vraiment l'un des premiers personnages séfarades Amitim, hein? Vraiment Réel, un réel. vrai personnage principal. Euh, donc, c'est vrai que c'est pas une motivation. Je, je, je ne fais pas ça pour cela, mais c'est vrai que quand j'écris un personnage séfarade comme moi, comme ma famille, et que je sais que c'est un personnage qui est plein et que moi j'essaie d'écrire en lui un vrai héros de la société israélienne. Je sais que c'est toujours, c'est pas rare maintenant, c'est pas rare, mais, mais c'est toujours un effort qu'il faut faire parce que la plupart des héros de la culture israélienne, de la littérature israélienne, ne sont pas séfarades. Oui, alors c'est important de savoir que effectivement, enfin votre père est né en Israël, je crois à Tel Aviv, et lui-même était d'ailleurs il était député à la Knesset avant quelques années avant de Pendant 2 décéder, ans. pendant Ouais. 2 ans. Mais la famille est originaire de Syrie, c'est cela? Oui, oui, d'Alep et de Beyrouth. Et de Beyrouth. Donc Syrie et Liban. Donc Oui, oui. on voit les origines tout à fait. Alors il y a une question de Yael David que je salue. Est-ce que tu connais Olivier Norek? Qui écrit sur l'Eskimos, peut-être. Personnellement, je ne Euh, l'ai pas lu, donc peut-être que c'est lui. C'est euh, un, c'est un, c'est un écrivain français de Toulouse qui est je, aussi d'ailleurs un officier, un policier de police en France. je pas lu, je pas lu, D'accord. malheureusement, mais je vais lire si c'est intéressant. Voilà, donc un conseil de lecture, il sera Ouais. peut-être un jour traduit en hébreu, mais en attendant, on peut le lire en français. Alors, on s'approche tout doucement de la fin. Il nous reste une question de Brigitte et on arrivera à notre conclusion, je pense en tout cas. Je me tourne
les organisateurs. Alors, la question que pose Brigitte, c'est avez-vous envie d'écrire des romans qui ne seraient pas des policiers, comme par exemple Henning Mankell? Et écoutez, mon dernier roman, 1, 2, 3, c'est pas vraiment un policier. C'est un roman qui, ce que j'ai voulu faire avec 1, 2, 3, c'est une aventure, on dit, non? Aventure? Une aventure, oui. Aventure de forme, donc de structure narrative. Et donc, je dis parfois que c'est un roman policier où on ne sait pas si un policier va venir. Et c'est un roman de crime, un crime novel, où on ne sait pas s'il y aura des crimes. Et donc, c'est pas vraiment un policier. Et donc, c'est la première fois que je me suis permis d'expérimenter, je dirais, dans la forme. Et ça m'a plu beaucoup. Et donc, je vais m'expérimenter beaucoup plus, je crois. Mais je vais absolument rester dans le domaine du polar que j'aime bien. Pour le moment, hein. Pour le moment. Mais quand on a commencé avec Barthes et Foucault, on peut aussi voguer vers d'autres horizons ou vers d'autres collections, il n'y a pas de problème. Alors peut-être pour conclure, alors on nous dit il faut lire Norek et Jonquet. Voilà, c'est sans préciser, c'est un conseil Il faut de lire lecture. Henning Mankell aussi. Il faut lire Henning Mankell aussi. Et Voilà, alors on a… J'aime bien Manchette. Est-ce que vous avez lu Manchette? Alors, en tout cas, il y a parmi nos auditeurs et spectateurs du jour des responsables de structures culturelles de la communauté juive de France et certains organismes, je pense par exemple à Neuilly, il y a un salon du livre et je pense qu'ils seraient très très contents de recevoir un écrivain israélien parlant aussi bien le français lors d'une prochaine édition. Vous êtes très, très gentil, Jean-Charles. Excusez-moi, hein, le français, ça va s'améliorer. Justement, puisque ça va s'améliorer, donc ça sera encore plus important, je suis sûr. Voilà, et Clémence confirme, disant Manchette est un des plus grands auteurs noirs. Donc, nous sommes d'accord. Alors, peut-être pour conclure, avant de laisser la parole à Visana à nouveau pour conclure cette séance, comment vous voyez la littérature israélienne dans les 10 ou 20 prochaines années? Quel avenir à la littérature israélienne? J'espère bien qu'il va avoir plus de livres qui sont écrits dans de différents genres littéraires. Vous savez qu'il y a presque pas de romans de science-fiction en hébreu, par exemple. Il n'y a pas de romans de fantasy en hébreu. La littérature israélienne est très, très conservative, on dit. Très réaliste, les romans psychologiques comme au 19e siècle. C'est bon, moi j'aime bien le roman du 19e, mais quand même, la littérature nous offre beaucoup plus de ça. Et donc, j'espère que la littérature israélienne va s'expérimenter. Moi, je vais faire ça. J'espère. Merci beaucoup, vraiment, Dror. Je tiens à te remercier. Pour moi, c'était très, très enrichissant, très émouvant, très intéressant. Et puis, contrairement à tout ce que l'on fait d'habitude en Israël, on n'a pas parlé politique pendant 1 heure, on a parlé littérature, ce qui est toujours très, très, très agréable. C'est ça le plaisir. En tout cas, sache que tu as une invitation à Neuilly au mois de novembre pour le Salon du Livre, que tu as une invitation à Marseille où tu es attendu pour le Salon du Livre de la Viso. La Viso de Jérusalem aussi. Donc, tu vois, et je ne vais pas oublier Toulouse, en plus je connais très bien Frédéric. Donc, tu vois, et je pense que l'OSM se fera un plaisir d'organiser tout cela. En tout cas, merci beaucoup. Je te remercie et je salue les organisateurs. Merci à vous. Et bonne santé. Stay safe.